Salut la gang, bienvenue à ce 81e épisode de Femmes de fer où je reçois la docteure Caroline Quach. Elle est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et professeure titulaire au département de microbiologie, infectiologie, immunologie et de pédiatrie de l'Université de Montréal. Elle vient de recevoir le prix de l'Ordre du mérite de l'Université de Montréal, édition 2021. Alors selon ses mots, son CV est échevelé et j'en ai profité pour lui demander comment a-t-elle réussi à devenir une personne indispensable dans son domaine. On l'a vu énormément dans la dernière année dans les médias. Elle nous a expliqué de long en large les différentes problématiques liées à la COVID. Alors, comment a-t-elle vécu cette période dès le premier jour? Qu'a-t-elle appris sur elle-même dans les derniers mois? La docteure Caroline Quach n'a plus rien à prouver, alors comment fait-elle pour aider les autres femmes à se démarquer dans leur milieu? C'est toute une entrevue et on l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour, docteur Caroline Quach, comment allez-vous? Ça va bien, merci vous-même. Ça va très bien. Comme je disais avant qu'on commence l'enregistrement, c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. Juste pour mettre en contexte, vous êtes la dernière personne que je fais une entrevue avant la fin de la saison. Le podcast a reçu des gens incroyables cette année, en fait, depuis 3 saisons, mais je suis très, très heureuse de terminer avec vous pour plusieurs raisons. La première est que vous êtes une femme qui s'est démarquée, en fait, dans la dernière année, évidemment, dans les médias, mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement impliqué dans votre milieu depuis plusieurs années à différents paliers et différents niveaux. Et en écoutant un documentaire pour ma préparation, en vous écoutant, la phrase qui m'a marquée, c'est, je vous la lis parce que j'ai trouvé ça drôle et en même temps, ça me faisait penser à beaucoup de monde. Donc, je veux vous entendre réagir sur cette phrase-là. Vous avez dit au début de la pandémie, j'aurais besoin de quelqu'un qui lit dans mon cerveau. C'est vrai. Oui. Est-ce que c'est une phrase que vous vous dites souvent ou c'était parce que là, c'était le moment où il se passait trop de choses et que là, il fallait que d'autres mondes embarquent avec vous? Je pense que c'est vraiment parce que c'était un pic d'activité là, où les gens me disaient est-ce qu'on peut te donner quelqu'un pour t'aider? Puis je disais, moi, je veux bien, mais il faut vraiment que cette personne-là lise dans mon cerveau parce que je vous dirais, la fâcheuse habitude d'être hyper rapide et hyper efficace. Mm-hmm. Et quand je suis obligée de passer derrière quelqu'un qui a comme pas été capable d'anticiper ma prochaine étape, je trouve ça juste, c'est pas utile du tout, là. Tu sais, si je suis capable de tout faire sans que la personne ait le temps de le faire, ben, ça me sert à rien de me retenir puis de déléguer quelque chose s'il faut que de toute façon je le refasse. Donc, c'est ce que j'avais dit, là. Si quelqu'un était capable de lire dans mon cerveau puis de savoir où est-ce que je m'en vais en termes de prochaine étape, ça serait merveilleux. Bon, j'essaie d'apprendre à me ralentir sur certains côtés pour permettre aux gens de le travailler, mais habituellement, la façon dont je fonctionne, c'est quand je délègue un morceau, je le délègue au complet. Mais d'avoir quelqu'un qui essaie de me suivre au pas à pas, c'est comme presque impossible. Mais le morceau, une fois que je l'ai délégué puis que je sais que c'est bien compris, j'irai pas me mêler des opérations quotidiennes, mais je m'attends à ce qu'il y ait des résultats au bout de la ligne, par contre. OK, donc vous êtes quand même capable de déléguer, vous prenez pas tout sur vos épaules. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous, ça, cette importance de déléguer? Ou vous avez dû l'apprendre justement parce que vous prenez tout sur vos épaules, un moment donné, ça en fait beaucoup? Bien, j'en prends beaucoup. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de choses dans des boîtes. Là, pas chez nous, c'est un vrai bordel. S'il n'y avait pas quelqu'un qui ramassait, ça serait vraiment compliqué. Mais dans ma tête, les choses se mettent en place dans des cases. Et quand cette case-là, je décide que je la donne à quelqu'un, bien, elle est donnée. Je pense que ça s'est développé naturellement au fil du temps. C'est sûr qu'au départ, j'étais moins occupée, j'étais capable d'en faire plus. Je comprends bien dans quoi vous avez travaillé dans la dernière année. J'en ai entendu énormément parler dans ma famille et tout ce que vous avez vécu. Mais pour les gens qui ne sont pas du tout impliqués dans le milieu de la santé, là, après 1 an, quel est votre bilan personnel face à ça et professionnel aussi? Comment vous sentez
depuis la dernière année? Ben, moi, contrairement à d'autres, j'ai pas été impliquée avec d'un point de vue soins aux patients parce que, bon, à Sainte-Justine, on n'a pas eu énormément de patients atteints de la COVID. Puis, par ailleurs, je fais peu de cliniques parce que je fais plus d'administration, recherche, puis de la santé publique. Donc, j'ai pas eu cette espèce de fardeau émotionnel-là que les adultes, les médecins en adultes, par exemple, ont eu de voir des patients super malades, décédés. Je dirais que ce poids-là, j'ai pas eu à le porter. Ce qui a été est très prenant, ça a été toute la préparation en termes de prévention des infections, tant à l'hôpital qu'au niveau de la vaccination puis de la santé publique, parce que j'ai un mandat fédéral qui était, en fait, j'avais ce mandat-là depuis déjà 3 ans, mais bon, la dernière année a fait que les choses se sont multipliées en termes de tâches. Après 1 an et demi, il y a une fatigue claire là, où j'ai de la difficulté à me projeter pour dire qu'est-ce que je vais avoir envie de faire une fois que ça va être fini. Et en même temps, vous me prenez à 5 jours de la fin de mon mandat fédéral parce qu'il allait finir de toute façon. Je ne pouvais pas le renouveler, puis je ne suis pas sûre que je l'aurais renouvelé si on me l'avait offert. J'ai fait mes 4 ans, je pense que j'ai donné. Donc, j'ai cette espèce de bouffée d'air frais et d'espoir de pouvoir retomber dans mes petits projets à moi sans avoir à porter la pression politique du fédéral, puis la pression médiatique à expliquer ce qu'on fait au niveau du comité fédéral. Donc ça, juste ça m'enlève un poids énorme. Puis couplé à ça, il y a quand même une diminution des cas dans la communauté, ce qui fait que d'un point de vue de traçage de notre personnel à l'hôpital, des interventions à faire, il y en a beaucoup moins. Donc, le quotidien est beaucoup moins lourd. J'ai réussi à aller au musée hier soir à une soirée pour les donateurs. J'ai réussi à recommencer à courir de façon beaucoup plus régulière. Tu sais, il y a quand même un allègement des tâches qui font que malgré tout, malgré la fatigue, je sens que les vacances s'en viennent puis que ça va faire du bien, là, mais c'est beaucoup plus, je suis sur la pente ascendante, contrairement à ma collègue qui prend mon poste au fédéral, qui, elle, a l'impression que c'est le pire reste à venir, alors que moi, j'en suis sortie. Oui, qu'est-ce que vous lui avez donné comme conseil à votre collègue, justement? Ben, elle est là depuis, en fait, ce qui est difficile pour elle, c'est qu'elle est la vice-présidente depuis déjà 2 ans, donc elle a fait partie de la grande majorité des décisions, peut-être pas, tu sais, au premier plan comme moi, mais elle est complètement inondée depuis 2 ans, puis elle peut pas dire ça achève, elle sait qu'elle commence son mandat de présidente avec tout ce qui vient avec, puis elle sait exactement dans quoi elle s'embarque. Donc, j'ai pas besoin de lui en rajouter. Ce que je lui ai dit, c'est qu'écoute, si tu veux ventiler, tu peux m'appeler, puis on va bitcher ensemble, mais c'est beaucoup plus facile d'être dans ma position qu'être dans la sienne présentement. Oui. Avez-vous eu le temps de ventiler, justement? Oh oui, j'ai fait de multiples sessions de pitchage avec les amis et les collègues. Ça, c'est pas un problème. Je suis capable de... Quand j'ai besoin de chialer, je chiale. C'est important aussi pour moi de comprendre quel a été votre rôle concret à l'hôpital Sainte-Justine durant cette dernière année-là. Quand vous avez la première journée, ou en tout cas, comment ça s'est passé quand le mémo est arrivé il y a quelque chose qui se passe, puis il faut prendre ça en charge? Bien, le mémo n'est pas arrivé, c'est nous qui avons créé le mémo, en fait. On s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose quand, début janvier, en Chine, il a commencé à y avoir du brouhaha. Et donc, très rapidement, on a mis en place des mesures de prévention dans nos urgences pour être sûr que on n'aurait pas un patient qui arrivait de Chine, qui passerait entre les mailles du filet puis qui irait infecter notre population de patients à l'étage. Donc, rapidement, en prévention des infections, on a pris ça en charge. Puis, au niveau hospitalier, ça a été juste de tirer la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, il faut remettre absolument en place tous les comités cliniques et de mesures d'urgence pour être capable de prendre en charge cette situation-là, mais au niveau hospitalier. Et donc, on a toujours été à l'affût de ce qui s'en venait. Puis je dis on parce que c'est pas un travail personnel, là. C'est vraiment un travail d'équipe entre la prévention des infections, les approvisionnements, la direction des services professionnels, la direction des soins infirmiers, la direction générale. Tout le monde s'est vraiment mis à la table ensemble. Et je pense que c'est pour ça qu'en bout de ligne, je suis pas complètement écrapoutée à terre parce que j'ai jamais eu à prendre de décision seule. Tu sais, c'était d'amener un élément à la table pour qu'ensuite, en gang, on décide. Mais mon rôle concrètement, ça a été de planifier tout ce qui était prévention des infections, puis de servir d'expert dans les différents dossiers. C'est quand chez les appros, on me disait combien tu penses qu'il faut qu'on commande de tel truc ou de tel autre truc. Ben, avec ce qu'on savait, j'essayais de lui donner une direction, mais après ça, c'est lui qui s'en allait puis qui faisait les achats, puis avec la direction générale qui avait donné son aval en disant vas-y, tu peux te dépenser. Mais ça a vraiment été d'être le
piliers avec d'autres des prises de décision. En prévention des infections, on a toujours été impliqués partout, là, que ce soit en stérilisation, en retraitement, en soins cliniques, même si on n'est pas les deux pieds dans la clinique. Quand il y avait des questions cliniques, il fallait qu'on puisse donner notre opinion. Puis des avis en prévention, je ne sais même pas combien on en a écrit dans la dernière année. Là, on s'est dit, on n'est plus capable de les compter. Mon dossier est plein. Mais à chaque fois qu'il y avait une question très technique, puis même opérationnelle, on donnait notre avis. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec la personne qui est vaccinée à une dose puis qui est en contact? Est-ce qu'on laisse travailler ce personnel-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les patients? Donc, des questions très terrain pratico-pratique, on s'est mouillé tout le temps et sans arrêt. Pour en arriver justement à cette fameuse dernière année-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surprise? Qu'est-ce que vous avez appris pour dire « Wow, ça faisait tellement d'années que je suis là-dedans, que je comprends comment ça fonctionne, j'ai étudié, j'ai des collègues. » Puis là, tout d'un coup, comme vous dites, c'est du terrain, c'est de l'inconnu, on prend des décisions, puis peut-être que la semaine prochaine, on change. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur votre métier que vous soupçonniez pas? J'ai réalisé que j'étais prête à jouer ce rôle-là, que les décisions que j'ai prises à la fois avec le comité fédéral et à l'hôpital jusqu'à maintenant ont été les bonnes, que tout ce que j'avais appris, justement, comme vous le disiez, là, en termes de fonctionnement du réseau de la santé, mais en termes de connaissances épidémiologiques, immunologiques, en vaccination, en termes d'humain, tout s'est comme agrégé pour faire en sorte que j'ai réussi à passer à travers sans vouloir mourir à tous les jours. Ouais. Et je pense que j'ai été un bon appui pour l'équipe de prévention des infections, donc les infirmières, pour le comité, pour tout ce qui était santé publique aussi au niveau plus fédéral. Mais je pense que ma capacité à faire des liens, puis ma capacité à être très bien travaillée en équipe, ça fait en sorte que malgré tout, on avait du plaisir. Là, tu sais, bon, on est toutes fatiguées, mais on n'a jamais arrêté d'avoir du plaisir à travers cette pandémie-là. Puis on l'a pris comme un voyage à travers l'inconnu. Là, il n'y a personne qui a fait de crise d'angoisse profonde. Puis, on a avancé. Par moments, il a fallu qu'on s'arrête, qu'on se demande si on avait bien fait en prenant cette décision-là. Puis, s'il fallait qu'on recule, on reculait. Puis, on avançait à nouveau. Mais honnêtement, malgré tout, ça n'a pas été si pire que ça. J'ai vécu, moi, la préparation à l'Ebola, puis la crise d'Ebola dans un autre milieu. Puis j'ai vécu le H1N1 dans un autre milieu. Et honnêtement, ça a été 20 000 fois plus facile, celle-ci, d'un point de vue personnel, que ces deux autres crises-là, parce que l'équipe qui est en place ici est tellement collaborante. Il n'y a jamais personne qui essaie de tirer la couverte pour avoir de la lumière puis mettre les autres dans l'ombre. C'est beaucoup plus féminin comme équipe ici à Sainte-Justine et il y a un respect des compétences des uns et des autres. Puis honnêtement, là, ça a été agréable de passer à travers tout ça tout ensemble. Ça me fait tellement du bien de vous entendre dire ça. Je trouve que ça témoigne vraiment, malgré la pression, malgré tout ce que ça voulait dire au niveau, oui, de l'hôpital, mais de la communauté du Québec, du Canada, mondial également, qu'il y a eu un respect dans votre milieu. Et ça, je pense que c'est la clé, en fait, d'un succès, selon moi, d'avoir cette communication-là. Comment vous êtes arrivé à devenir, d'une part, indispensable, qu'on veuille avoir votre, pas dire le mot en anglais, mais votre input, parce que vous êtes incontournable, mais aussi de dire non, je garde ce lien-là avec mes équipes, puis je m'implique. Bien, ça, c'est à force de travailler, là, puis ça, je l'ai raconté plusieurs fois. Quand j'ai commencé ma carrière au début des années 2000 dans un autre milieu anglophone, beaucoup plus masculin, et où les gens passaient tout le temps autour de moi pour aller parler à une autre personne qui n'était pas dans le poste, mais qui donnait son opinion. Je dis là, excusez, là, mais le seul moyen, c'est de devenir incontournable. Ouais. Et pour devenir incontournable, j'ai été reconnue à l'extérieur de mon milieu. Donc, j'ai été une chercheure reconnue par le FRQS avec des financements externes. J'ai publié, j'ai été sur des comités québécois, canadiens, internationaux. Puis, à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, j'ai prouvé que je valais la peine
d'être écoutés. Et éventuellement, les gens se sont mis à me parler, puis les choses ont bougé tranquillement quand j'ai acquis cette notoriété-là, je vous dirais, à l'extérieur de mon milieu. Ça, c'était dans le milieu précédent. Puis bon, il faut savoir que je suis revenue à Sainte-Justine et à l'Université de Montréal parce qu'on est allé me chercher. Ça fait que c'est complètement différent de commencer dans un milieu. T'as grandi là, puis ils se disent, bon, on t'engage parce que t'es correct, t'es pas pire, mais c'est pas pareil que d'être désiré, puis qu'on se dise, écoute, là où t'es rendu, on a besoin de ton expertise et on te ramène. Et donc, je suis arrivée à Sainte-Justine avec cette aura-là, puis à l'Université de Montréal, et avec la pandémie, j'ai continué à faire grandir cette aura-là, mais malgré tout, depuis le début, je l'ai toujours dit, là, cette pandémie-là nous a tous gardés humbles. Celui qui disait qu'il savait tout au début, c'est un menteur. Et donc, d'être capable de garder cette humilité-là que, de toute façon, ma mère m'a inculquée depuis en grandissant. Là, elle m'avait toujours dit, continue puis tu passeras pas la porte, mais elle m'avait toujours ramené au plancher des vaches. Donc, avec cette humilité-là de reconnaître ce que les autres peuvent apporter à tout moment de la préparation puis de la gestion de la crise, je pense que ça fait en sorte qu'on travaille super bien ensemble. Puis vraiment, Sainte-Justine et l'Université de Montréal ont une vision du leadership au féminin qui est extraordinaire. Là, j'arrive d'un milieu anglophone. Ce leadership au féminin-là, je ne le percevais pas autant là-bas que je le perçois dans le milieu francophone. Et je pense que le Québec francophone est beaucoup plus ouvert à ça que le reste du Canada, je pense. Et comment vous l'utilisez, vous, ce leadership-là, maintenant, dans la position que vous êtes, avec les nouvelles femmes qui arrivent à Sainte-Justine? Comment vous les aidez, prenez en charge, conseillez? Ben, je peux pas parler pour toutes les femmes, mais je sais que d'un point de vue mentorat, les jeunes qui essayent de se positionner en recherche, je vais les aider autant que je peux. Puis, je veux pas jeter le blâme sur les hommes, mais je pense que c'est pas parce qu'ils ne le veulent pas. Je pense que par moment, ils ne réalisent pas à quel point leur soutien peut faire la différence dans une carrière. Alors que moi, je le sais contre quoi je me suis battue. Les jeunes qui me disent, écoute, j'essaie de partir ma carrière en recherche puis qui travaillent avec moi, là, je leur dis tout le temps, moi, ça me fait plaisir, j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai atteint les niveaux que je pouvais atteindre. Je pense pas que je puisse aller vraiment plus haut puis j'ai pas nécessairement envie. Une jeune qui me dit, j'ai besoin d'être auteur senior sur ce papier-là. Mais j'ai dit, écoute, j'ai été chercher des sous, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va être co-auteur senior. Je vais te mettre vraiment dernier auteur. Comme ça, sur papier, tu vas beaucoup plus ressortir que moi. Une autre qui me dit, mais là, c'est toi qui avait été chercher des sous d'étudiante et tout. Je dis, oui, mais c'est toi qui as travaillé sur le papier, fait que tu vas être auteur senior sur ce papier-là. Ça fait une différence dans ta carrière. À mon niveau, ça change plus rien. J'ai plus besoin de ça. Je suis capable de dire, je passe la pôle à la prochaine et ça me fait plaisir d'être là en soutien, de relire les choses, de donner des idées, de dire, écoute, va donc là plutôt que là, mais de pas faire le travail à ta place, de te laisser prendre la lumière puis de développer les réseaux. Ça me fait tellement plaisir de voir que les jeunes sont capables de se développer puis de le faire. Et quand on leur donne la place, elles la prennent. Mais les gens avec qui j'ai travaillé, les hommes avec qui j'ai travaillé, ne voyaient pas ce besoin-là. Eux, ils disaient, ben, je l'ai fait, je suis auteur senior, tu seras quelque part dans le milieu, c'est pas grave, là. Mais je pense que c'est peut-être de pas avoir à s'être battu pour prendre cette place-là qui fait en sorte qu'eux continuent comme si de rien n'était. Mais au contraire, ça fait une énorme différence dans notre vie quand on se fait dire, écoute, j'ai trop de travail, là, je te donne la place, puis tu peux prendre la place de senior sur ce papier-là. Même si, en gros, c'est moi qui t'ai donné l'opportunité de te positionner là. Mais ça, je pense que c'est hyper important entre femmes de reconnaître, puis peut-être avec des jeunes hommes aussi, mais pour l'instant, c'est surtout des jeunes femmes que j'ai comme mentorées, mais de leur donner cette possibilité-là de se faire valoir puis de briller de façon beaucoup plus précoce. Mais le leadership au féminin et au masculin est parfois différent aussi, quoiqu'on Oui. voit quand même une transformation dans les deux sens. L'un nourrit l'autre, mais j'ai l'impression que le leadership au féminin amène peut-être cette coexistence-là, cette entraide, cette ouverture, cette compréhension-là. Dans votre carrière, quand vous avez commencé vos études, par exemple, est-ce que vous êtes buté à justement ces qualités-là de leadership que vous avez ou que vous êtes on vous a dit non, c'est pas ta place?
parce que, je sais pas moi, sensible, empathique, la souffrance humaine vous touche beaucoup? On m'a pas dit que c'était pas ma place, mais ça voulait pas dire que j'avais une place. Je pense que c'est ça la différence. Quand j'ai réussi à avoir des postes de leadership, tout le monde a reconnu que j'avais une grande capacité à mener des équipes. Là n'était pas la question, mais au début, comme étudiante, j'ai jamais eu de plafond de verre. Ça va super bien dans les études. J'ai fait mes études à la fois en français et en anglais. Aucun problème. Mais c'est quand je suis arrivée sur le marché du travail que là, que j'ai réalisé que le Old Boys Club existait encore et ils m'ont pas dit, t'as pas ta place. J'avais juste pas de place à la table. C'est pas pareil. Tu sais, on a souvent tendance à nommer à la table des gens qu'on connaît, avec qui on a grandi, l'espèce de réseautage informel dont je ne faisais pas partie. Et donc, souvent, c'était des hommes qui arrivaient à la table puis qui finissaient par prendre le poste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi toutes les occasions d'apprendre, même si c'était pas directement dans mon champ d'expertise. Fait que j'ai fait plein d'affaires. Quand on regarde mon CV, certains pourraient dire que c'est un peu échevelé, mais j'en ai profité pour apprendre quelque chose à chaque étape. Si c'était pas d'un point de vue de l'expertise, c'était d'un point de vue de la gestion, d'un point de vue de l'humain, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de plaisir parce que j'ai été chercher tous ces petits éléments-là et j'ai pas peur de me mettre à risque d'accepter quelque chose qui cadre pas nécessairement dans mon expertise ou dans mon plan de carrière que j'ai pas par ailleurs parce que je sais pas où est-ce que je m'en vais demain. Je suis prête à accepter des nouveaux défis puis de me dire, écoute, moi, ça me fait plaisir d'être tranquille pendant les 2, 3, 4 premières réunions, apprendre. Puis quand je me sentirai à l'aise, je m'impliquerai, mais... Fait que vous n'avez pas peur de ne pas connaître les choses? Non, au contraire, j'aime ça quand je ne connais pas. Et contrairement à d'autres, j'aime ça m'entourer de gens qui sont plus forts que moi parce que c'est comme ça que j'apprends. Puis, je sais qu'à ce moment-là, en fait, puis j'aime aussi m'entourer des gens qui ont des visions différentes parce que si ça passe le petit comité, ben ça va passer le reste aussi. Là, j'aime bien mieux avoir le détracteur avec moi que contre moi. J'imagine qu'en recherche aussi, vous avez besoin de plein de différents types de cerveaux, de créativité, parce que c'est toujours de l'inconnu. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se trouve devant nous, puis on ne sait pas. Tout à fait. Puis il y a des fois où ça marche, tu sais, où tu vas chercher un nouveau collaborateur qui pense pas comme toi, puis ça marche, puis des fois tu te dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, ça marche pas, mais t'apprends. Là, tu dis, avec lui, je ne referai pas un autre projet, alors qu'avec un autre, que ce soit homme ou femme, là, tu développes des atomes crochus, puis on est capable d'avancer, puis on a une belle synergie parce que les deux, on n'a pas la même expertise, puis on n'a pas la même vision des choses, mais à arrimer les deux ensemble, on est capable d'aller beaucoup plus loin. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. L'inconnu des médias. Oui. Vous avez été mis sur la sellette dans la dernière année, même si vous étiez déjà un peu impliqué dans le milieu des médias avant, mais la dernière année, disons que ça a été je veux pas dire un apprentissage, mais vous avez été mis de l'avant. Comment vous avez fait face à ça? Est-ce que vous avez pris ça comme un défi? Est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez dit, OK, non, j'arrête parce que j'ai d'autres choses à faire? Ben, j'ai arrêté les médias sociaux. J'avais un compte Twitter qui est complètement inactif parce que je trouvais que ça prenait trop de temps, puis les commentaires étaient à un certain moment très désobligeants, puis je trouvais que ça valait pas la peine de me vider là-dedans. Pour ce qui est des médias traditionnels, à un certain moment, j'ai dit, bof, je vais peut-être ralentir, mais ce qui m'a poussée à continuer, c'est que je me rendais compte que quand je prenais pas la place, ils allaient chercher d'autres experts qui avaient tendance à dire des choses avec lesquelles j'étais pas nécessairement d'accord ou à les communiquer de façon à ce que le public se sente davantage inquiété. Et donc, j'ai dit, moi, j'ai une capacité à présenter les pour et les contre de façon plutôt équilibrée, de dire ce qu'on sait et de dire ce qu'on ne sait pas pour que les gens soient capables de prendre leurs propres décisions. J'ai toujours dit que le public était intelligent et qu'on était capable de leur dire les choses en vrai, pas obligé d'enrober ça dans du sucre coloré 3 épaisseurs. Les gens comprennent que la science avance et qu'elle change. Et donc, je me suis dit, j'aime aussi bien être là et être capable de donner mon point de vue que de laisser la place à des gens qui pourraient peut-être vouloir faire ça, soit pour obtenir une certaine notoriété ou pour faire passer un point de vue très biaisé. Et donc, j'ai décidé de garder les entrevues puis de garder la place. Je pense que d'avoir aussi une bonne communication en français, à la fois au Québec et à l'extérieur du Québec, ça vaut la peine. Donc, je donne aussi quelques entrevues en français à l'extérieur
pour d'autres marchés parce que je pense que ça prend aussi cette communication-là. Puis je le fais en anglais aussi selon les besoins. Là, mais bon, ça faisait partie de la pédagogie puis de l'enseignement. J'enseigne à mes étudiants. Je pense que je peux enseigner à tout le monde en même temps. J'ai eu un webinaire il n'y a pas longtemps, puis j'ai réalisé finalement que les journalistes n'étaient pas là pour nous piéger. Particulièrement en sciences, les journalistes sont gentils. Là où j'ai vraiment appris que les choses étaient différentes, c'était dans le milieu du journalisme politique. Tous les forums politiques, là, les Power Play, Power in Politics, ces forums-là, c'est vraiment différent. Puis à ça, j'étais moins prête, mais bon, j'ai appris. Différent comment? Hein? Ben, ils sont habitués à batailler dans le coin. Tu sais, le politicien, ils sont là pour lui faire cracher ce qu'ils veulent qu'il crache, puis ils essaient de le coincer. Ben, ils nous coincent nous autres aussi. Là. On n'est pas différent pour eux qu'un politicien, alors qu'on n'est pas en politique. Puis que moi, j'ai toujours été très transparente puis très vraie. Mais n'empêche que parfois, on me suis fait coincer. Puis bon, c'est la vie. Là, puis c'est correct. Puis tu sais, j'ai appris qu'un cycle de nouvelles, ça dure 3 jours. Puis je le savais déjà, mais là, j'en ai la preuve. Donc, quand il y a eu des moments un peu plus difficiles, vous saviez que ça allait passer peut-être après quelques jours. C'était pas agréable, mais je savais que ça allait passer. Oui. Est-ce que ça vous a donné le goût d'aller en politique? Vraiment pas. Au contraire, j'ai déclaré formellement que je ne ferais jamais de politique. Je savais que j'en ferais pas avant, mais là, j'ai la preuve hors de tout doute raisonnable que j'ai aucun intérêt pour la politique. Pourquoi? Là, en politique, tu es obligé parfois de te tourner en pretzel parce que c'est ce qui est demandé, puis j'ai aucune envie de me tourner en pretzel. Si pour moi, ce qu'il faut qu'il soit dit, c'est blanc, ben je ne veux pas dire que c'est rose juste pour faire plaisir à la formation politique. Puis en politique, c'est qu'on veut être élu, donc parfois on se compromet nous-mêmes. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel je suis pas capable de vivre. J'ai été présidente de mon association canadienne. J'ai commencé à voir ce que c'était que d'être obligée d'essayer de faire plaisir à tout le monde, puis non. Je veux quand même toucher le fait que vous avez décidé de fermer votre compte Twitter. D'une certaine façon, on peut dire les médias sociaux, de toute façon, c'est pas important dans la vie d'un médecin. Vous avez tellement de choses à faire. Mais d'un autre côté, comme vous dites, au niveau des médias traditionnels, si vous êtes pas là, il y a d'autres mondes qui prennent la place. Puis des fois, ça peut être vraiment négatif. Comme moi, par exemple, je me fais un devoir, en fait, de suivre les gens experts dans leur domaine. Pour moi, c'est pas ma seule source d'information, mais c'est quand même un canot d'information. Comment vous voyez ça maintenant, les médias sociaux, là, après 1 an? Est-ce que vous avez le goût de retourner là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça important pour certains collègues d'être là-dessus? Bien, je pense que c'est important que certaines personnes le fassent. Je trouve juste que j'ai pas le temps et l'énergie pour faire ce suivi-là. Je pense que si on le fait et qu'on le fait bien, ça prend énormément de temps. Puis ça prend presque une équipe à côté de toi qui va mettre des informations si tu leur dis quoi mettre, mais pour l'écrire, faire sortir les informations. Équipe que j'ai pas. Et pour l'instant, j'ai pas l'envie de développer ce canal-là, mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Puis je pense qu'effectivement, c'est un type de canal de communication. Je trouve juste que d'un point de vue respect et collégialité, c'est peut-être pas l'endroit le plus collégial. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Tu sais, je pense qu'à un certain moment, je vais recommencer à suivre des gens, mais je suis pas convaincue que je vais contribuer à la discussion. Oui. Est-ce que ça vous fait mal de voir les commentaires que vous avez reçus ou c'est... Ben oui, tu sais, je pense qu'on est tous humains. Là. J'ai pas à ce point de carapace pour dire que quand on écrit des bêtises taguées à mon nom, que ça me fait rien. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de les suivre. Ceci dit, les gens m'écrivent par courriel puis ils sont capables de m'en dire autant de bêtises, mais c'est plus personnalisé un courriel et donc il faut quand même prendre le temps de le faire. Puis j'en ai reçu, mais je vous dirais que de façon générale, les courriels que j'ai reçus étaient plutôt positifs. J'ai répondu à des gens par courriel. Tu sais, quand les gens me posaient des questions, j'ai répondu. Mais bon, est-ce que je vais le prendre un jour? Je sais pas. J'avais pas de compte Facebook, j'en ai toujours pas. Je sais même pas comment ça marche Instagram. Donc, tu sais, j'étais pas déjà une fervente des médias sociaux. Je le faisais au début par devoir, exactement pour ce que vous disiez, quand à l'époque, il n'y avait pas autant de gens présents qui donnaient de l'information. Là, il y a plein de gens qui sont là et qui le font très bien. Je ne pense pas être obligé d'être une voix de plus dans la mer de gens qui existent déjà. Maman de 3 enfants qui sont probablement sur les médias sociaux, eux. Pas tant que ça. Hein? Pas tant que ça? Fait que la grande a un compte Facebook, mais elle le garde juste pour ses amis. Elle n'est pas sur Twitter.
Bon, elle a 22 ans. Le deuxième a un compte Facebook juste pour ses amis, mais vraiment pas super présent sur les réseaux sociaux. Puis le troisième a rien du tout. OK. Donc, non, c'est pas quelque chose, puis mon mari non plus, c'est pas quelque chose qui nous parle particulièrement. Comment vos 3 enfants vivent le fait que la maman est mise de l'avant et a plusieurs postes, a réussi ce succès-là dans sa carrière? Est-ce que ça les impacte? Bon, les enfants, les 2 grands sont grands, là, ils ont quitté la maison. Ma fille est revenue de façon temporaire, mais elle repart, elle travaille déjà, elle est ingénieure diplômée. Honnêtement, parce que je suis surtout dans les médias traditionnels et qu'eux n'écoutent à peu près pas, ou en tout cas leurs amis n'écoutent à peu près pas les médias traditionnels, il n'y a personne qui sait que je suis leur mère. Eux, je pense qu'ils sont bien fiers, là, mais ma fille a dit, écoute, j'ai demandé à mes amis s'ils te connaissaient, il n'y a pas un chat qui te connaît. Je dis, bon, ben, c'est correct. Mais vraiment, elle dit la personne qu'elle fréquente présentement me connaît, mais pour tous les autres, là, elle dit, maman, elle dit, les gens ne savent même pas quitter. Donc, ça n'a pas d'impact sur leur vie à ce point-là. Puis le dernier, bon, qui est encore au secondaire, lui, les gens, je pense que les gens savent à peu près qui je suis. C'est plutôt les parents des enfants qui savent qui je suis parce que je suis impliquée à l'école, mais ça n'a pas tant d'impact que ça sur leur vie. J'ai pas l'impression que ça ait changé leur vie tant que ça. Est-ce que la pression que vous avez eue quand vous étiez jeune pour devenir médecin, pour être où vous êtes, premièrement, est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de votre vie? Et est-ce que c'est quelque chose que vous savez que vous amenez chez vos enfants? Ben oui, moi, j'ai eu de la pression de mes parents. Là. C'était une première génération d'immigrants vietnamiens. Donc, oui, il fallait que je réussisse. J'avais pas le choix. J'avais même pas eu le choix de carrière. Je m'en allais en médecine, ça finissait là. C'est correct. Là, j'ai trouvé ma place. Puis, je pense qu'avec le temps, je suis très heureuse de l'endroit où je suis rendue. Je suis pas un médecin typique, mais je pense que ça prend de tout pour faire un monde. Puis, c'est parfait. De pas avoir eu à me poser des questions sur mon avenir, ça faisait ça de moins dans ma petite vie d'ado. C'était correct. Mes enfants, j'ai essayé de ne pas leur mettre de pression. Eux me disent qu'ils en ont eu quand même. Je pense que tout parent performant met de la pression sur ses enfants, peut-être pas en le disant, mais juste parce que les enfants voient ce qu'on fait, ce qu'on réalise et se disent « Ah, misère, comment je vais faire pour me rendre là? » Et ça a pris quand même plusieurs années pour que ma fille réalise que là, je lui mettais pas de pression puis qu'elle pouvait vivre sa vie. Elle a commencé à travailler il y a 1 an et je pense qu'elle est en train de se réaliser dans son travail et ça, c'est vraiment bien. Elle vient de découvrir la drive interne que j'aurais voulu qu'elle développe au secondaire, mais bon, c'était pas là. Mais là, elle aime ce qu'elle fait puis elle a envie d'avancer puis d'apprendre puis ça, je trouve ça vraiment génial. Le deuxième a trouvé sa drive interne très rapidement. Même déjà au secondaire, il était sur des équipes de ville en sport, puis il allait tout seul, il allait à ses pratiques. Tu sais, c'était un enfant qui, quand il aimait ce qu'il faisait, avançait, puis vraiment était vraiment allumé. Puis là, il est en 2e année en sciences politiques, puis il s'est inscrit à ses GRE, à son TOEFL. Il est en train de regarder les programmes de PhD aux États-Unis en sciences politiques, tout seul. Là, je veux dire, il a déjà trouvé son sujet. C'est incroyable, cet enfant-là. Moi, je pensais qu'il finirait avec un PhD en biologie sur le cycle sexuel des mouches à fruits, mais finalement, il a décidé de laisser ça de côté, puis il s'est passionné pour les sciences politiques, puis il est là-dedans, puis honnêtement, il veut revenir comme prof d'université, puis je trouve ça mais vraiment chouette. Puis le troisième, lui, bon, il se cherche encore. Là, il a 14 ans, secondaire 2, en plein milieu de la pandémie. C'est un être hyper allumé qui ne connecte pas nécessairement facilement avec les enfants de son âge parce qu'il pourrait avoir des discussions avec des adultes beaucoup plus facilement. Mais je pense qu'éventuellement, lui aussi va trouver sa place. C'est un artiste, un musicien en même temps, un tripeux de sciences politiques lui aussi. Tu sais, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bref, je vais peut-être finir avec juste des diplomates dans la famille. Mais lui, n'a pas l'impression. Lui, en fait, il m'a dit, maman, comment ça fait que tu mettais de la pression sur les grands pour qu'ils réussissent, puis moi, tu me demandes rien. Je dis, bon, ben là. Ah ben ça, c'est typique pour être la 3e de famille. C'est typique d'un 3e de famille. D'accord. Faut qu'il trouve sa voie et il va la trouver. S'il y a un côté artistique, il y a quelque chose qui va se débloquer, peu importe dans quel domaine, mais ça va être un bon point pour lui. En tout cas, je parle par expérience, je suis la 3e de famille, d'une famille de médecins. Alors, bon, d'accord. Des fois, c'est difficile à comprendre. Au départ, on ne sait pas trop où est-ce que l'enfant s'en va, puis finalement, il trouve sa voie, mais c'est juste peut-être d'une façon différente aussi. Je suis d'accord. Ouais. Mais c'est juste drôle qu'il me dise ça. Je dis, ben là,
On me mettait de la pression, là. Je ne veux pas t'en mettre. Le temps file. Je veux m'assurer d'avoir le temps de vous parler. En fait, vous avez dit que, bon, votre plus gros mandat se termine, que vous sentez un peu les vacances arriver. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, là? Qu'est-ce qui est votre cheval de bataille? Quel est votre prochain défi? J'avais dit qu'après ce mandat fédéral-là, je laisserais les choses, la poussière retomber, puis je verrais quelle occasion s'offrirait à moi. J'ai pas lancé de ligne à la mer particulière. J'attends de voir ce qui va m'arriver. Puis bon, il y a des collaborations de recherche internationales qui me sont offertes. Bon, fait que ça veut pas dire qu'on va être financé, mais ça veut dire qu'on peut faire partie d'une équipe de recherche intéressante. Mais honnêtement, vraiment rien. J'ai décidé que cet été, je partais en vacances pour la première fois sans mon ordinateur depuis je sais pas combien de dizaines d'années. Il est malade, donc il ira à la boutique se faire réparer pendant que je vais partir sans lui, pauvre petit. J'essaie de me regrounder puis de laisser les choses venir. Puis habituellement, c'est ce qui se passe. Là. Je l'ai dit, j'ai pas de plan de carrière. J'ai jamais eu de plan de carrière. C'est au fil du vent. Tu sais, je suis comme un cerf-volant ou un bateau qui prend les courants. Je me ramasse dans un truc qui est intéressant puis je le fais. Mais c'est pas... tu sais, il y en a qui disent je veux atteindre tel niveau à tel moment de ma vie. Moi, j'en ai aucune idée. Je suis arrivée là parce que je suis arrivée là à force de travail, là, c'est clair, mais je ne peux pas vous dire quel sera mon prochain cheval de bataille puis mon prochain gros mandat. J'en ai aucune idée. Peut-être que j'en aurai pas, puis c'est correct. Si on met la COVID de côté, est-ce qu'il y a un sujet qui pique votre curiosité justement dans vos recherches? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a passionné depuis le début? Ben écoute, j'ai une chaire de recherche en prévention des infections, donc c'est vraiment là-dedans que j'y suis bien, puis ça a toujours été avec les populations plus vulnérables, hospitalisés, tu sais, la prématurité, puis les enfants avec conditions médicales chroniques. Alors, éventuellement, je vais reprendre ce flambeau-là, puis je vais repartir avec. Mais, tu sais, pour moi, c'est de voir mes étudiants graduer, puis obtenir leur premier poste qui les intéresse, parce que l'idée, ça a toujours été de leur ouvrir les portes que je pouvais leur ouvrir aussi. Puis jusqu'à maintenant, honnêtement, elles se sont vraiment bien débrouillées, puis je pense qu'elles ont trouvé leur X. Je me mets aucune pression puis aucune attente pour la suite des choses. Parfait. Donc, c'est un repos bien mérité, des vacances sans ordinateur bien méritées. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer? Je pense que c'est main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire qu'être capable d'amener ses idées puis de faire avancer ses projets, mais sans écraser les autres autour de soi. C'est être l'aimant, c'est parce que, bon, le fer va attirer les autres, mais d'aimanter, d'attacher les équipes autour de moi puis d'aller collaborer avec des nouvelles personnes. Mais c'est justement de ne pas écraser qui que ce soit, mais de donner la possibilité à tous autour de rayonner autant que j'ai pu rayonner. Fait que d'avoir du plaisir avec les autres. Puis c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Puis honnêtement, là, la recherche m'a permis de rencontrer tellement de gens extraordinaires. J'ai des échanges hilarants à 10 heures le soir avec d'autres chercheurs. Puis ça, franchement, je pense pas que j'aurais pu avoir ces échanges-là si j'avais pas été chercheur et d'avoir eu la lumière que j'ai eue au cours de la dernière année. Mais j'aimerais entendre vos blagues de chercheurs. Ça doit être assez hilarant. Non, c'est pas, on blague pas en recherche. C'est pas quelque chose qui est publiquement diffusable. C'est juste entre vous autres, alors. C'est pas politiquement correct. Je comprends. Je comprends ça. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence aujourd'hui. Merci de terminer la saison avec moi. C'est vraiment un réel plaisir de vous parler. Bien, merci de m'avoir invité. C'est un honneur de clore votre saison. Oui. Puis de suivre toutes les autres grandes femmes qui sont passées avant moi. Absolument. Je vous souhaite de magnifiques vacances et je vous laisse aller à votre meeting. Merci, au revoir. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.